Je vous présente aujourd'hui notre 539e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Carlos Ghosn est enfin sorti de prison. Cependant, toujours sous contrôle judiciaire, après qu'il ait fait verser une caution de 8 millions d'euros. La législation française aurait des leçons de rigueur à recevoir, non? Oui, mais alors, je dois dire que la caution à 8 millions d'euros, il n'y a pas beaucoup de Français qui seraient capables de la payer. Mais enfin, je crois que M. Ghosn, lui, en a les moyens, puisqu'il était, je rappelle, le patron du groupe Renault. Renault-Nissan, et qu'il avait des ambitions en direction de Mitsubishi, ce qui peut-être explique le zèle que met la justice nippone à le tenir en main. Enfin, il fait la connaissance, je ne sais pas si c'est de la froide paille des cachots, mais enfin, doit être plus confortable que ça, mais quand même. C'est une épreuve quand on a été un grand maître économique et social de se retrouver en prison et à la merci de juges étrangers qui, il est vrai, n'ont pas l'indulgence, semble-t-il, qu'ont les systèmes français dans la pénitentiaire. Enfin, en l'occurrence, on a l'impression qu'au pays du soleil levant, la justice japonaise ressemble un petit peu à la justice chinoise. Il y a un côté expéditif dans l'histoire. Oui, autrefois, on décapitait. Donc vous trouvez que c'est un progrès? Oui, ça va mieux. Maintenant, on tape au portefeuille. Oui. Mais alors, Carlos Ghosn annonce que maintenant, il aurait la capacité d'organiser sa défense. Vous venez de dire qu'il y a peut-être une arrière-pensée du gouvernement japonais en termes de patriotisme économique, empêcher Mitsubishi de tomber sous le giron français à travers Nissan. Bon, il y a peut-être des explications qui sont moins frauduleuses d'un point de vue... sans doute. Le procès va nous éclairer, puisqu'il va être, en quelque sorte, il va se dérouler coram populo mundi. On parle d'un procès assez rapide, d'ailleurs, dans les mois qui viennent et non pas dans les années qui viennent. Espérons. Donc la réponse peut apparaître vite. Parce que M. Ghosn prend de l'âge, lui aussi. Retour en France à la prison de l'Orne, de Condé-sur-Sarthe. Le terroriste français radicalisé, le jeune Michael Thiolo, logé dans une salle d'unité familiale avec sa compagne lorsqu'il a attaqué ses gardiens au couteau. Nous découvrons ce système quasi hôtelier dont bénéficient les détenus dans notre système carcéral français. Quelle a été votre réaction ? Écoutez, le contraste est évident entre la justice japonaise et la justice française. Parce que d'un côté, on peut trouver qu'il y a trop de sévérité, et en revanche, on peut trouver qu'il y a trop d'indulgence dans la manière dont sont gouvernées nos prisons. Parce que dans l'affaire de l'Orne, il s'agissait tout de même d'un criminel très dangereux, ayant commis un crime particulièrement abject de torture et de mort finale sur un vieillard de 89 ans. Enfin, il y avait 30 ans de prison, c'était quand même une peine qui était justifiée plutôt par la gravité des actes criminels. Alors, il est évident que la manière dont sa femme ou sa compagne, je ne sais pas, a pu l'approcher pour lui fournir les couteaux non métalliques qui lui ont servi à poignarder les gardiens. Elle a trouvé d'ailleurs, la sanction immédiate, puisque aussi bien dans des conditions qui restent tout de même assez mystérieuses, elle a trouvé la mort. Parce qu'enfin, je ne sais pas, le raid, c'est 30 gaillards hyper formés, extraordinaires. Il s'agissait de quoi? De s'emparer d'un type armé d'un couteau. Alors tout ça s'est terminé par une fusillade dont la femme a été la principale victime, tandis que le terroriste lui-même, qui est un Européen, un Français d'origine... Oui, tout à fait. Lui a échappé, il a été blessé, je crois. Enfin, bref. Il est certain que la situation du monde pénitentiaire mérite l'attention. D'abord, je crois que les salaires sont très modestes pour des tâches qui sont quand même très dangereuses et qu'il y a une véritable préoccupation du pays à l'égard de la manière dont sont détenus
les criminels ou les délinquants, en notant au passage tout de même qu'à l'exception, cette prison était une exception dans laquelle il n'y avait pas surpopulation, mais que dans les autres prisons françaises, il y a en général une surpopulation de 30%, ce qui évidemment ne rend pas la tâche des gardiens particulièrement facile. Alors tout cela pose plusieurs questions, je vais vous en poser plusieurs. Premier point, est-ce que vous êtes toujours favorable à la peine de mort en France? Toujours. Je pense que dans certains cas, l'élimination de certains criminels qui sont à la fois dangereux et récidivistes possibles me paraît être une solution qui est à la hauteur de certains crimes inexpiables. Deuxième question, est-ce que vous êtes toujours favorable à un plan d'envergure de construction de prisons en France, avec une remarque, puisque nous avons libéré un certain nombre d'espaces publics dans des bâtiments qui étaient consacrés autrefois au service militaire. Vous proposiez, il y a plusieurs années déjà, des peines à plusieurs vitesses. Au fond, les moins dangereux dans des zones fermées, mais dans des conditions de sécurité moindres, et puis les plus dangereux dans des lieux adaptés. Je pense que certaines casernes abandonnées par l'armée et qui pourraient être équipées de façon pénitentiaire pourraient accueillir des condamnés à des peines légères, condamnés à la prison, à la détention, et que les prisons proprement dites soient équipées de telle sorte que les gens qui sont condamnés soient sûrement maintenus hors la liberté. Je ne sais pas, moi, il faudrait tout de même que les Français regardent un peu les films américains. Ils y verraient des mécanismes de détention criminelle, des prisons en quelque sorte, modernes, efficaces. Je vois par exemple le fait que nos détenus sont derrière des portes avec un œilleton pour les surveiller, alors que dans les films américains, on voit que ce sont des grilles qui sont électriquement commandées et qui permettent une surveillance beaucoup plus étroite des détenus. Enfin bref, il y a tellement de choses à faire dans ce domaine, mais il est vrai que la justice n'a pas été toujours le secteur et le ministère le mieux doté de la République. Vous parliez du décès de la compagne du terroriste. Elle a pu entrer habillée en burqa. Et il semble que si on a tiré sur elle, c'est parce qu'elle portait un gilet factice explosif et que c'est pour ça que le raid a fait feu, pour ne pas prendre de risque. Je pense mais c'est entrée en burqa quand même, dans une prison. Je pense qu'il doit y avoir une raison majeure, mais il est bien évident que des criminels de ce type ne peuvent être visités qu'avec beaucoup de précautions, et en particulier après la fouille très étroite de tous les gens qui le visitent, évidemment. Vous savez que, puisque vous êtes député européen, que c'est une directive européenne qui empêche la fouille au cœur des visiteurs dans les prisons françaises. Mais c'est une des contraintes inacceptables que nous impose l'Europe, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons tant de distance à l'égard de cette institution qu'est l'Union européenne. Mais pour en revenir à cette fameuse prison d'Alençon, sachez que le personnel pénitentiaire dans lequel s'est déroulée l'attaque bloque toujours l'établissement, est en grève, dénonçant leurs conditions inouïes de travail que vous aviez mentionnées tout à l'heure, et surtout insistant sur le fait que le détenu en question avait été signalé largement depuis 1 an et demi à la direction pour extrême dangerosité, comme plusieurs autres détenus d'ailleurs, et cela sans aucune réponse donc, de la part du chef de la prison. D'une part, l'ignominie de son crime, et d'autre part, le fait qu'il avait fait une déclaration pour laquelle il a été condamné, une déclaration terroriste, aurait dû multiplier les précautions et restreindre les libertés qui lui étaient consenties, en particulier celle de recevoir dans l'intimité son épouse ou sa compagne. Bon, d'accord, il ne faut pas déshumaniser totalement l'échelon pénitentiaire, mais cependant, toutes les précautions doivent être prises pour défendre la liberté et la sécurité des citoyens, pas celle des détenus. Un dernier sondage IFOP voit Emmanuel Macron reculer de 3 points quant à sa cote de soutien et de sympathie en ce début de mois de mars. Vous fiez-vous à ce système de prise de température de l'opinion ou pour vous est-il de toute façon en dents de scie? Bon, c'est un moyen humain, il est donc approximatif, mais tout de même, on peut considérer que malgré
le monopole dont s'est attribué le droit le président de la République d'être tous les jours pratiquement à la télévision pour défendre son programme et par conséquent celui de son parti. On ne voit pas très bien comment on va faire. Le CSA va pouvoir faire respecter l'égalité des chances en période électorale. Certes, nous ne sommes pas entrés dans la période électorale proprement dite, mais on sait très bien que les semaines et les mois, quelques mois qui précèdent, participent de la campagne électorale. Or, M. Macron est omniprésent et paradoxalement, cette omniprésence commence à lasser le public qui, justement, le fait reculer dans les sondages. Sondages, je crois, assez crédibles. Alors, le président Macron a quand même ouvert officiellement la campagne électorale en adressant à travers tous les journaux d'Europe une lettre, une sorte de lettre-programme sur ses intentions européennes. Il semble qu'en France, ça n'ait pas soulevé un grand enthousiasme, mais qu'en revanche, à l'étranger, la froideur est de rigueur d'un président français qui veut au fond donner la leçon à ce que devrait être la future Europe et influencer les électeurs européens. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain que les résultats de la politique macronienne exercent sur les cercles politiques européens une attraction exceptionnelle et qu'il ne soit pas porté à dire qu'avant de donner des leçons aux autres, il faudrait peut-être que M. Macron se regarde dans la glace. Alors voilà, je crois que ceci explique cela. Oui, puis c'est à double tranchant, parce qu'il semble s'investir donc de missions extra-hexagonales. Alors, dans ces cas-là, quid de sa prudence, voire de son silence absolu quant aux élections algériennes à venir? Oui, ça, je dois dire que l'Algérie est un sujet éminemment délicat à traiter pour le gouvernement français et pour la France en général. La montée considérable de la population, qui est passée, je crois, de 8 millions, en 50 ans, de 8 millions à 46, une population composée pratiquement pour moitié de moins de 25 ans, situation économique relativement médiocre parce que, par manque d'investissement, l'Algérie vit du cadeau qui lui a été fait du pétrole saharien, mais ça ne suffit plus maintenant et il faut s'attendre à ce que là, le social se conjugue avec le politique pour créer des situations explosives. Alors que le gouvernement français, évidemment, c'est une patate chaude, si j'ose dire, mais il l'a dans les mains. Alors la semaine prochaine, revenons à l'Union européenne 2 secondes, au-delà de l'Algérie, il y a la question de la Hongrie. Puisqu'apparemment, le groupe du Parti populaire européen, les gens de droite en principe, ont un problème Orban à régler. Et vous-même, vous allez siéger la semaine prochaine au Parlement de Strasbourg. Oui. Vous allez être en prise directe sur ce sujet qui est en train de marquer l'institution. Orban ou pas Orban Écoutez, je dois dire que ce sont les gouvernements ce sont les peuples de ces pays qui désignent les gouvernements dans le système démocratique. Bon, par conséquent, la demande de M. Macron d'exclure éventuellement M. Orban serait le signal du démantèlement de l'Union européenne. Après tout, c'est peut-être comme ça que ça va commencer. Mais il est bien évident que la dénonciation par Macron des nationalismes a de quoi inquiéter et indiquer un rattachement, semble-t-il, officiel au mondialisme. Et ça, c'est insupportable. Et ça ne sera pas supporté non plus par l'opinion française, à terme. Alors, retour aux actes antichrétiens en France. La basilique de Saint-Denis a été vandalisée en ce début de semaine. Le grand orgue a été extrêmement endommagé. Plusieurs vitraux classés monuments historiques cassés. Silence radio des médias. Pour quelle raison, Président ? Écoutez, il est certain que les médias français pratiquent à l'égard de ces situations et à l'égard notamment des étrangers une mansuétude assez inquiétante et rompent la règle de l'égalité de l'information. En effet, je trouve tout à fait normal de condamner les actes commis contre les cimetières
musulmans, mais de là à accepter que tout se passe comme ça se passe, c'est insupportable. Pour ma part, je dois dire que j'en suis extrêmement choqué du fait qu'on ne mette pas au moins sur le même pied la religion chrétienne, qui est celle des origines et de la majorité des Français, avec la religion musulmane, qui est souvent présentée comme un alibi des actions criminelles ou délinquantes qui sont commises. Il est vrai que la basilique de Saint-Denis se trouve, comme son nom l'indique, en Seine-Saint-Denis, un département où la population française d'origine est de plus en plus rare. Oui, c'est un des départements qui risque un jour, comme le mot a même déjà été prononcé, de réclamer une sécession, ce qui serait extraordinaire et marquerait la désintégration de la France. Il est bien évident que ce département, qui paraît-il économiquement présente au contraire quelques éléments de dynamisme, ne soit pas maintenu dans la stricte rigueur de la justice française. Vous savez qu'on évalue à 200 à 300 000 emplois l'économie de la drogue. Oui, j'ai déjà dit sur la drogue des choses importantes, me semble-t-il, à savoir que l'État français semblait avoir, dans certains cas, au moins une grande indulgence, sinon mansuétude, à l'égard de trafic de drogue, qui permettrait, d'après leurs défenseurs, de maintenir un certain ordre dans les zones de non-droit qui, vous le savez, sont en France de plusieurs centaines. Alors pour en revenir à la chrétienté, le mercredi des Cendres ouvrait hier le carême pour les chrétiens du monde entier, soit quelques 2 milliards de fidèles. Ah ben c'est notre ramadan à nous, mais on en parlera certainement moins que du ramadan musulman, hein, ça, islamique. Mais c'est en effet une période de comment dirais-je, de jeûne, retour sur soi-même, de privation, puisque jeûne et abstinence, ça n'est pas tout à fait respecté dans les mêmes proportions que celles que j'ai connues dans ma jeunesse. Certainement. Mais malgré cela, c'est la période qui précède, bien sûr, la crucifixion et la résurrection, qui se manifeste le jour de Pâques. Hein. Mais nous attendons de voir là aussi respecter les traditions françaises, ce qui n'est pas toujours le cas par les médias français. La question s'impose la suivante, puisque Marie va vous parler de la fête du pays réel d'Alain Escada, à laquelle vous allez vous rendre le 30 mars prochain. En effet, j'irai, je répondrai à l'invitation de l'ami Escada de Civitas pour sa réunion sur le pays réel. Je crois que c'est... Le samedi 30 mars, à Rungis. Très prochainement. Je crois que c'est une des preuves de la sympathie que doivent avoir les uns pour les autres les mouvements nationaux. Un petit mot à ce sujet, puisqu'il est question de dédicace du tome 1 de vos mémoires. On va recommander à Alain Escada de procéder, comme les libraires amis désormais, de collecter les livres. Vous les signerez à un moment choisi par vous. Oui, parce que je ne peux pas faire les deux choses à la fois. Voilà. Je ne peux pas à la fois participer au débat si peu que ce soit, et puis faire une signature de livre qui aurait l'air de monopoliser la clientèle venue assister à la réunion de M. Escada. La chose élite. Et avant vos lectures, nous voulions signaler le décès de Guillaume Faye, du camarade Guillaume Faye. Ça veut dire que je suis très touché parce que Guillaume Faye est un esprit très, très brillant, un petit peu effacé les temps derniers, mais qui avait collaboré avec Martinez, Jean-Claude bien sûr, oui. Un des livres les plus importants parus sur le mouvement, qui était les 100 premiers jours de Le Pen à l'Élysée, qui était une manière très habile, très élégante de présenter le programme du Front National de l'époque. Alors je crois d'ailleurs que notre ami Martinez a récidivé. Alors là, dans la production de livres d'une certaine épaisseur, puisque j'ai dans les mains le dictionnaire irrévérencieux
du Parlement européen. Et quand on connaît l'humour de notre ami Martinez, je rappelle, professeur de droit, ancien député national et ancien député européen du Front National, je pense qu'ils ne s'ennuieront pas en lisant ce livre qui comporte quand même quelques... 600 pages. Combien ? 600. 600 seulement. Alors du coup, ça me crée un problème, parce que moi qui suis en train de plancher sur la relecture du manuscrit de mon tome 2, j'en suis déjà à la page 650. Je ne sais pas si on peut réduire. Comme ça, vous ne pourrez plus critiquer ceux qui font des pavés. Alors, à noter que le livre de Jean-Claude Martinez partage le même éditeur que Jean-Marie Le Pen, je crois que cette les éditions Muller. Espérons que cette édition va connaître un grand succès, de telle sorte qu'elle va se fonder comme un des éléments de base de la pensée nationale. Ensuite, Charles Maurras, Mes idées politiques, un grand classique. Alors, édité chez Contre-Culture, et je dois signaler que Contre-Culture, qui dispose d'un site internet de vente de livres, vend également le tome 1 et demain le tome 2 de vos mémoires. Évidemment, il s'agit là d'un livre de base, en quelque sorte, de la culture politique élémentaire. Charles Maurras est un grand penseur monarchiste qui a subi les persécutions de l'après-guerre, et qui a connu les combats de l'Action française qu'il animait avec Daudet et quelques autres. C'est un bouquin, encore une fois, il faut l'avoir lu, et en particulier, je le recommande aux jeunes, parce que c'est une des clés de la science politique en général. Et puis enfin, un numéro spécial de Synthèse nationale de notre ami Roland Elie, consacré à une analyse de la révolte des Gilets jaunes. Ah bah oui, alors ça va te dire que cette revue, Synthèse, est très remarquable, et elle a consacré comment dirais-je, un numéro spécial, hors série plutôt, aux Gilets jaunes. Alors ça, je pense là aussi, beaucoup de gens sauront mieux ce que sont les Gilets jaunes à travers les différentes aventures et surtout interprétations qui sont présentées quelquefois de façon malveillante par un certain nombre de médias. Et bien, sur ces bonnes paroles et belles... Chaudement républicaines. Et alors Jean-Marie Le Pen, peut-être pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, sauf qu'il y aura peut-être un petit décalage au vendredi, oui. Vous vous trouvez avec vos amis du Parlement européen à Absolument. Strasbourg. Absolument. C'est un plaisir pour vous de les rejoindre chaque mois. Oui, enfin, un plaisir et une charge. Bon, alors sinon, de toute façon, la semaine d'après, à coup sûr. À coup sûr. Merci Jean-Marie Le Pen. Au revoir.